Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est Au Miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. Au micro, Luc Dérault. L'émission est diffusée 1 à 2 fois par mois le dimanche entre 10h et 11h, elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, radiocampusrouen.fr. Et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé Au Miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est le 10e numéro de la 4e saison d'Au Miroir de Clio et nous sommes en compagnie de Gennaro Toscano, professeur des universités, conseiller scientifique à la Bibliothèque nationale de France. Bonjour à vous. Bonjour. Alors nous parlons en votre compagnie, Gennaro Toscano, de l'exposition qui se tient au Musée d'art, d'histoire et d'archéologie d'Évreux à partir du 8 juillet 2017 et jusqu'au 22 octobre, une exposition intitulée « Une renaissance en Normandie, le cardinal Georges d'Amboise, bibliophile et mécène ». Exposition dont vous assurez le commissariat scientifique avec Maxence Herman, conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, aux côtés de Florence Calam-Levert, la directrice du musée d'Évreux, commissaire générale de cette exposition. Alors ce qu'on pourrait peut-être faire dans une première partie, Gennaro Toscano, c'est de présenter un petit peu cette figure de Georges d'Amboise, finalement assez bien connue des historiens d'art, peut-être beaucoup moins de la population, enfin même des curieux du XVe ou du XVIe siècle. Tout à fait. Je dirais d'abord que Georges d'Amboise peut-être est connu par les historiens et par les historiens de l'art. Mais souvent, comme ces deux communautés ne se parlent pas beaucoup, c'est intéressant. Là, on a essayé de rendre hommage à ce personnage illustre qui est né en 1460 et qui est mort en 1510. Pareil, en 1510, nous avons eu toute une série de colloques à Rouen, à Liège, qui ont rendu hommage en 2010 à Georges d'Amboise. Il faut dire qu'il a fait une carrière exceptionnelle pour l'époque et très rapide. Bon, il appartenait à une famille importante, la famille d'Amboise, dont le berceau était Chaumont, mais on voit bien qu'à travers ils étaient 17. Donc Pierre d'Amboise a eu 17 enfants, chacun a eu une carrière pas aussi brillante que celle de Georges d'Amboise, mais c'est vrai qu'on les retrouve de Langres à Albi jusqu'à Rouen. Donc pour revenir à Georges d'Amboise, une carrière rapide, évêque, puis archevêque de Rouen. Il faut rappeler aussi que l'archevêché de Rouen était l'un des plus puissants et des plus riches de la France de l'époque, puis gouverneur de Normandie, principal conseiller de Louis XII, et enfin cardinal en 1498. Bon, il a échoué l'élection pontificale parce qu'évidemment il y a cru, et la France aussi, et Louis XII en 1503, et effectivement le pauvre déçu par cet échec, peut-être qu'il s'est concentré davantage au chantier de Gaillon. Donc il faut dire aussi que ce lieu un peu mythique de l'histoire de l'art et de l'histoire culturelle de l'Europe de la Renaissance, ce château qui était l'ancienne résidence d'été des archevêques de Rouen sur les berges de la Seine, ça va être un lieu magnifique du point de vue du paysage, et c'est vrai que le cardinal d'Amboise, au moment où il pensait peut-être être élu pape, vers 1502, il commence les travaux de transformation. C'est un manoir médiéval, et il a fait une sorte de château digne du château de Blois, digne de ce que Louis XII est en train de faire sur les bords de la Loire. Et c'est très important de souligner cette comparaison avec les rois de France, parce qu'en fait, à Gaillon, le cardinal, dans tous les domaines, qu'il s'agit dans le domaine des choix des artistes, dans le domaine du choix du jardinier, dans le choix aussi de constituer une très importante bibliothèque princière. C'est pas la bibliothèque d'un archevêque, c'est une grande bibliothèque humaniste, et je reviendrai sur cet aspect. En fait, il faut toujours le mettre en relation avec son roi. C'est vrai que les relations entre le cardinal et le roi sont très étroites. Il est vraiment le principal conseiller de Louis XII. Donc, disons que là, si on a beaucoup travaillé sur le rôle aussi diplomatique du cardinal, on a beaucoup travaillé sur Gaillon,
parce qu'évidemment ce château exceptionnel décrit par les humanistes dès le début du XVIe siècle, c'est ça qui est très important et qui est un peu exceptionnel dans le paysage français, que nous avons énormément de sources financières, parce que nous avons la chance d'avoir tous les comptes du château de Gaillon aux archives départementales de la Seine-Maritime, qui ont été publiés dès le milieu du XIXe siècle. Donc ce château que la Révolution avait quasiment détruit, démantelé, renaît de ses cendres grâce aux travaux des archivistes, et notamment d'un grand archiviste, Achille Deville, qui dès 1850 consacre à Gaillon une œuvre monumentale, un très beau livre sur un papier très raffiné et très coûteux. Donc non seulement il publie tous les comptes qui nous permettent de rentrer au cœur de ce chantier, mais également une série de planches qui reprend les planches d'Androé du Cerceau, donc des planches plus anciennes du XVIe siècle, parce que Gaillon a aussi la chance d'avoir une riche iconographie, parce que c'était un lieu important, c'était un lieu où les rois de France ont séjourné, et après il est passé au roi, il est passé à Henri IV, donc disons qu'on a aussi la chance d'avoir une grande iconographie sur ce lieu, donc des documents, d'archives, des sources financières, des descriptions, donc des magnifiques récits italiens, beaucoup, parce qu'évidemment tous les ambassadeurs italiens passaient par Gaillon, parce qu'évidemment être dans les grâces du cardinal, c'était être dans les grâces du roi de France, et donc nous avons une riche littérature de voyage sur le sujet, et puis évidemment toute l'iconographie jusqu'à le démantèlement et jusqu'à l'installation d'une partie du château à l'école des Beaux-Arts, c'est-à-dire au musée des monuments français, et jusqu'au retour de ces pièces de sculpture au château de Gaillon. Donc disons que tout cela est très connu, très, c'est jamais le mot qu'il faudrait utiliser, mais disons que c'est assez connu, même si il demeure, comme Gaillon a tellement souffert du point de vue de l'architecture, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a des zones d'ombre dans ce chantier exceptionnel, parce qu'effectivement, c'est un mélange d'architecture flamboyante et de renaissance italienne, mais les deux langages cohabitent tellement bien qu'effectivement, derrière, il y a peut-être cette personnalité comme un magicien, le cardinal, c'est un peu lui le chef d'orchestre, parce que c'est vrai, dire Gaillon, foyer de la Renaissance italienne, non, foyer flamboyant, non, les deux, oui. C'est vraiment un mélange de deux tendances. Du point de vue de l'architecture, oui, mais du point de vue artistique, c'est vrai que le cardinal a fait appel davantage aux artistes italiens, parce qu'évidemment, gouverneur du Milanais, c'était au moment où les rois de France sont maîtres de l'Italie du Nord. Et puis ses voyages à Rome, effectivement, le cardinal connaissait très très bien la situation artistique de l'Italie. Donc si ces aspects de bâtisseur sont plus connus, c'est son caractère de bibliophile et de amateur de peinture et de sculpture est moins connu. Et effectivement, depuis quelques années, avec mes collègues de la Bibliothèque nationale, nous avons commencé d'abord avec Marie-Pierre Lafitte et puis avec Maxence Herman. Nous avons vraiment commencé à travailler ensemble à l'aspect du cardinal bibliophile. Moi-même, spécialiste de manuscrits italiens de la Renaissance, mes deux autres collègues spécialistes des manuscrits plutôt français de la Renaissance. Donc nous avons travaillé sur cette double bibliothèque, parce que le cardinal a commencé d'abord, évidemment, à l'archevêché de Rouen. Lorsqu'il est nommé cardinal, il y a une bibliothèque, mais c'est des bibliothèques, je dirais, qui rentrent un peu dans la tradition des bibliothèques épiscopales. Et puis, il n'y avait pas la notion de bibliothèque épiscopale. Il y a la bibliothèque de l'évêque. Et l'évêque, quand il part, la bibliothèque part à ses héritiers. Et Rouen, bien sûr, il y avait la bibliothèque des échevins de Rouen, qui est une bibliothèque très importante. Mais disons que lui, il a vraiment commencé à constituer une bibliothèque moderne, en commençant par acquérir entre 1503 et 1504 138 manuscrits humanistes. Je reviens sur le mot humaniste parce que c'est vraiment l'aspect esthétique des manuscrits qui est très important. Bien sûr, il a la chance de pouvoir acheter auprès du dernier des rois d'Aragon, Frédéric, qui était exilé, pauvre et abandonné dans le Val-de-Loire. Donc là, Frédéric d'Aragon est le dernier roi de ce lignage noble qui gouverne Naples de 1442
jusqu'à 1501. Les rois d'Aragon avaient constitué à Naples, capitale donc de la Confédération des États d'Aragon. Donc il ne faut pas considérer Naples comme simplement la capitale du Midi de l'Italie, mais à l'époque où la bibliothèque était constituée, Naples était la capitale de la Confédération des États aragonais, ça veut dire de Valence, de Barcelone, de l'Aragon, du Roussillon, de la Sardaigne, de la Sicile et de l'Italie méridionale. Donc cette confédération était comparable à la puissance du roi de France, et c'est là où le roi Alphonse le Magnanime a décidé de créer une grande bibliothèque de cour. Et à la fin du XVe siècle, au début des guerres d'Italie, elle comptait plus de 2000 volumes, c'est énorme pour l'époque. La bibliothèque royale française comptait quelques centaines de volumes par rapport à cela, et la bibliothèque royale de Naples était comparable uniquement à la bibliothèque des papes à Rome. Donc vraiment cette riche bibliothèque, très connue en France, parce qu'évidemment Charles VIII avait saisi en 1495 1140 volumes, dont 700-800 manuscrits et 300-400 imprimés, et qu'il avait fait transférer de Naples à Amboise. Donc on connaît la gloire de la renommée de cette bibliothèque était connue en France, et notamment dans les milieux royaux, parce qu'après Louis XII, après le mariage à la Canane de Bretagne, il fait transférer la bibliothèque d'Amboise, donc avec les 1000 et quelques volumes aragonais, au château de Blois. Et en 1499, Louis XII s'empare de 400 manuscrits de l'ancienne librairie des Visconti à Pavie. Il y a un engouement pour le livre italien, non seulement pour le contenu, mais aussi pour la partie, disons, artistique et esthétique. Le cardinal d'Amboise, lui, il fait un choix très précis. Bien sûr, il achète des œuvres de saint Augustin, de saint Thomas, qui sont liées à, disons, à une bibliothèque plus traditionnelle d'un membre de l'Église, mais tous ces manuscrits sont richement illuminés et surtout avec des relures exceptionnelles de l'époque. Naples était l'une des capitales de la relure en Italie du XVe siècle, et à côté de ces livres, disons, de la patristique, de la scolastique, saint Thomas, il achète les plus importants classiques grecs, en traduction latine bien sûr, et les grands textes latins. Cicéron, Sénèque, tous présents. Donc c'est vraiment une bibliothèque, bien sûr Strabon, Ptolémée en traduction latine, Strabon en traduction latine. Donc évidemment, toute la bibliothèque, c'est une bibliothèque latine. Il n'y a pas un seul texte en italien, bien sûr, mais non plus en grec. Mais en revanche, les 138 sont tous des manuscrits latins, tous un parchemin d'une très grande qualité, tous écrits dans une humanistique extrêmement raffinée, et évidemment tous illuminés aux armes des rois d'Aragon. Comme les armes d'Aragon sont exactement les armes du cardinal, sont les mêmes que celles de la famille d'Amboise, donc il n'a même pas besoin de repeindre. Et puis c'est une sorte de fierté de pouvoir posséder des armes, des œuvres dont les frontispices sont illustrés, décorés par les armes proches de celles d'Amboise, surmontées de la couronne royale. Donc effectivement, une sorte de snobisme aussi de la part du cardinal. Donc le cardinal achète, on ne connaît pas le prix, mais à une somme, je pense, assez considérable pour l'époque, mais les finances du cardinal étaient énormes, l'archevêché de Rouen lui apportait énormément d'argent, donc il achète ces 138 manuscrits que nous retrouvons installés au château de Gaillon, dans un inventaire très détaillé, en 1508, au moment où le roi Louis XII et Anne de Bretagne seront à Gaillon. Donc en fait, à cette exposition, nous avons voulu en quelque sorte permettre aux visiteurs de rentrer dans le Gaillon de 1508. Oui, c'est-à-dire de montrer non seulement, bien sûr, on ne pouvait pas transférer le château à Évreux, mais nous avons eu des prêts exceptionnels de la direction régionale des affaires culturelles de Normandie, parce que la conservation régionale de monuments historiques nous a permis de déplacer ici, pour le temps de l'exposition, des sculptures de Gaillon, du château, mais aussi le Christ et un apôtre qui provient de la chapelle haute de Gaillon et qui sont conservés dans l'église paroissiale de Gaillon. Donc ça permet de constituer le cadre, mais également le musée du Louvre, exceptionnellement, nous a prêté des sculptures provenant de Gaillon. Donc entre Gaillon et le Louvre, le visiteur pourra avoir des décors, mais pour la première fois, ces décors dialoguent avec des manuscrits. Parce que c'est important
pour Gaillon, c'est un ensemble où les arts dialoguent. C'est-à-dire que les décors que nous trouvons sur les frontispices des manuscrits des rois d'Aragon, c'est exactement les mêmes décors que nous retrouvons sur les pilastres, sur les colonnes, sur l'architecture du château. Et ça qui est la grande nouveauté de cette exposition, c'est que le visiteur peut regarder en même temps des sculptures, des peintures et des manuscrits richement illuminés. Évidemment, le cœur de l'exposition, c'est le cardinal bibliophile, parce que nous avons la chance de présenter une cinquantaine de manuscrits, dont la plupart jamais sortis des rayonnages de la Bibliothèque nationale de France, parce que par les hasards de l'histoire, nous avons retrouvé, sur les 138 manuscrits aragonais, nous avons retrouvé une bonne cinquantaine dans le fond latin de la Bibliothèque nationale de France, et donc présentés ici à cette occasion, mais en même temps, ces manuscrits présentés à côté de ce que le cardinal fait par la suite, illuminé entre Rouen et Paris. Il achète en 1502-4, on n'a pas les dates précises, mais sûrement avant 1504, ce lot de 138 manuscrits, puis il commande à Rouen, où il n'y avait pas une école extrêmement précieuse, mais disons il y avait une école d'enluminure. Il fait illuminer, en mettant aux enluminaires rouennais sous les yeux les manuscrits d'origine aragonaise, mais pas à Espagne, parce qu'il achète des chefs-d'œuvre d'enluminure florentine, romaine, napolitaine, vénitienne, donc en gros, il achète une sorte de florilège du livre manuscrit italien de la Renaissance, et il met sous les yeux de ces enluminaires à Rouen ces motifs décoratifs avec des poutiers antiques, des autels, des camées, des perles et des pierres précieuses. Et en même temps, comme les enluminaires rouennais n'arrivaient pas à suivre cette activité fébrile du cardinal, il fait copier à Rouen et envoyer à Paris dans l'atelier de Pichor pour l'enluminure. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui commande à Pichor et à son atelier des manuscrits qu'il offre ensuite au roi Louis XII. Donc effectivement, cette expo permet de voir d'une part l'acquisition de manuscrits d'origine italienne de la Renaissance, et puis comment ces manuscrits italiens de la Renaissance sont devenus des véritables modèles pour les enluminaires à Rouen et à Paris. Chose qui n'arrive pas dans le contexte de Blois et d'Amboise. C'est-à-dire les chefs-d'œuvre saisis par Charles VIII à Naples et par Louis XII à Pavie restent lettres mortes dans la bibliothèque royale d'Amboise et de Blois. Alors qu'ici, ça se crée une sorte d'émulation du côté surtout à Rouen, dans ces enluminaires rouennais au service du cardinal qui essayaient d'imiter, même s'ils ne comprennent pas, ils copient, ils imitent. Et ça, à l'exposition, le visiteur aura vraiment la possibilité de voir le modèle italien à côté du manuscrit réalisé pour le cardinal entre Rouen et Paris. Au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. Luc Dérault avec Gennaro Toscano, professeur des universités, conseiller scientifique à la Bibliothèque nationale de France. Entretien autour de l'exposition Une Renaissance en Normandie, le cardinal Georges d'Amboise, bibliophile et mécène, exposition présentée au Musée d'art, d'histoire et d'archéologie d'Évreux de juillet à octobre 2017. Alors, vous avez dit beaucoup de choses dans ce propos liminaire, et vous avez posé vraiment les enjeux de l'exposition. Donc, si je comprends bien, vous dépassez un petit peu une historiographie qui était peut-être un peu cloisonnée, quoi. Oui. C'est-à-dire, vous faites dialoguer les disciplines. L'exposition présente davantage les œuvres liées strictement au cardinal. Et bien sûr, les sculptures du Louvre et de Gaillon évoquent le château. Nous avons la grande chance d'avoir eu un prêt exceptionnel du musée du Louvre. Il nous a prêté 2 tableaux de Solario, notamment la tête Saint-Jean-Baptiste, qui est un chef-d'œuvre absolu de Solario, peint vraisemblablement à Milan, mais arrivé très tôt en France
au moment où le peintre passe au service du cardinal pour travailler sur le chantier de Gaillon. Il ne reste rien de l'artiste à Gaillon, mais je suis sûr que cette tête de Saint Jean-Baptiste est arrivée en France très tôt, et nous le montrons parce qu'à côté, on présente une copie très ancienne, et ça aussi c'est la première fois qu'on fait cette comparaison, qui est conservée au musée de Besançon, qui est une magnifique copie, qui a été restaurée pour l'occasion, donc qui a l'original de Solario à côté d'une très belle copie ancienne, et d'ailleurs il y a des dizaines et dizaines de copies dans les musées de région en France, même à Rouen ou à Dole, il y en a partout. Ça montre que ce tableau était célèbre en France. Saint Jean-Baptiste était l'un des saints patrons préférés du cardinal d'Amboise, donc cela nous permet vraiment presque d'affirmer que ce tableau était dans les collections du cardinal. Et parallèlement, nous savons que le cardinal avait au château de Gaillon une copie de la scène de Léonard de Vinci. C'est très courant à l'époque, les Français étaient maîtres du Milanais. Léonard par la suite viendra s'installer à la cour de François Ier, mais bien avant, Louis XII est un grand admirateur de Léonard de Vinci, et donc nous évoquons la scène avec une gravure. Et de même, le cardinal possédait une Pietà du Pérugin, qui était l'un des plus importants, l'un des peintres les plus connus à l'époque. Et pareil, nous évoquons cette Pietà du Pérugin par une gravure ancienne. Et l'autre aspect qui est un peu novateur dans notre exposition, nous avons utilisé la gravure ancienne. On a des gravures extrêmement importantes. Pareil, certaines jamais présentées au public, parce qu'en fait les gravures nous permettent aussi d'évoquer certaines fastes du château de Gaillon. Un élément que j'ai eu même l'occasion d'approfondir récemment, le cardinal d'Amboise est au courant, sait qu'Andrea Mantegna, donc le peintre de cour des Gonzague, était l'un des artistes les plus importants d'Italie. Et c'est lui-même qui, dans une lettre au Gonzague, affirme que Mantegna était le premier peintre du monde. Donc ça, c'est exceptionnel qu'un prélat français définit ce génie. C'est vrai, Mantegna c'est un génie, c'est un contemporain presque du cardinal, parce que Mantegna meurt en 1506 et le cardinal en 1510. Donc au moment où il était, donc il voulait un tableau de Mantegna, et il obtient un tableau de Mantegna représentant Saint Jean-Baptiste, donc son patron, son saint protecteur, et le cardinal de profil. Ce tableau est connu à travers les lettres qu'il envoie, donc les échanges entre les ambassadeurs et la cour de Mantoue, et puis par une mention dans l'un des inventaires de l'archevêché de Rouen. Moi je pense personnellement que ce tableau était plutôt dans la chapelle ou dans la résidence de Rouen. Mais donc le cardinal est un grand amateur de Mantegna. Et dans la cour principale du château de Gaillon, il fait reproduire sur les parois une frise représentant les triomphes de César d'après les triomphes de César de Mantegna. Et donc évidemment tout ça, ça a disparu, mais nous évoquons cela à travers des gravures anciennes des triomphes de Mantegna, qui sont exactement les mêmes qui ont servi de modèle aux artistes. Donc c'est la gravure, c'est pas simplement là pour dire que c'est joli, c'est intéressant, mais c'est un ensemble de gravures qui évoquent André du Cerceau pour montrer Gaillon comme il était au XVIe siècle, Sylvestre Israël pour montrer Gaillon au XVIIe siècle. Bien sûr, c'est connu. Les spécialistes connaissent, mais le public de la région, et j'espère le public de France et tous les étrangers qui iront en vacances en Normandie, pourront vraiment voir cet ensemble à la fois qui évoque le château, mais qui évoque également et qui permettent de rentrer au cœur des collections du cardinal. Oui, c'est ça. Donc, en fait, si on essaye de comprendre un peu votre manière de travailler, peut-être, c'est ça aussi, peut-être pour les non-spécialistes, hein, c'est peut-être ça qui est difficile à mesurer. En fait, votre travail pour préparer cette exposition, pour essayer de reconstruire, et donc probablement aussi de déconstruire les choses, c'est de confronter les sources différentes, de les associer. Comment vous fonctionnez pour créer du nouveau autour de ce que vous avez appelé un lieu mythique? Il y a déjà beaucoup de choses, il y a une historiographie finalement immense. Oui.
autour de Gaillon, autour de Georges d'Amboise, et puis même autour de son neveu, Georges II d'Amboise, qui sera archevêque de Rouen Bien sûr. après 1510. Mais comment apporter du neuf? Quelle est votre méthodologie? Enfin, comment vous fonctionnez? Mais je pense, on peut apporter du neuf si vraiment c'est une question de point de vue. Justement, si on arrive à faire dialoguer les sources, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter uniquement d'un travail d'historien, et d'ailleurs je ne suis pas historien, je prétends pas, si je suis historien de l'art, mais je ne vais pas voler la place aux historiens. Les historiens ils ont beaucoup travaillé sur le sujet, et puis j'ai dit, on a la chance d'avoir dès 1850, donc si on a une richesse historiographique qui nuit autour du cardinal d'Amboise, donc c'est pas nécessaire de se pencher sur sa carrière politique, tout a été dit. Mais en revanche, relire les inventaires et relire tout ce qui concerne le mécénat. Par exemple, moi-même, j'ai eu la chance de pouvoir retranscrire des lettres concernant justement l'acquisition du Mantegna de la part du cardinal. Ces lettres sont conservées aux archives de Mantoue. Ces lettres ont été estropiées à la fin du 19e siècle, mal publiées dans les années 50, donc c'est pas très difficile non plus aujourd'hui de partir aux archives. D'ailleurs, il y avait les cotes, mais il faut retourner aux sources, je trouve. L'historien de l'art, il va aux archives. Ah, bien sûr. Moi, je suis un historien de l'art, j'adore les archives, j'adore les inventaires, j'adore les sources financières. J'ai une grande passion pour les récits de voyage, les sources littéraires autour des œuvres d'art. Moi, je pense qu'il ne faut rien négliger quand on fait un travail d'historien. Comme l'historien va aux archives, l'historien de l'art va aussi aux archives. Après, c'est une question de méthode, donc chacun utilise une méthode. Mais moi, je trouve, quand je commence à travailler sur un sujet, je ne fais jamais confiance à ceux qui m'ont précédé. Je préfère aller revérifier les sources les originaux, les sources originales, parce que je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant, et on redécouvre toujours quelque chose, parce que on a mal vu, on a mal lu. Bien sûr, je pense que dans 50 ans, ceux qui iront lire nos travaux trouveront des choses nouvelles à dire, heureusement. Donc moi, je pense qu'avec mes collègues de la Bibliothèque nationale, on a fait vraiment un travail de retour aux sources pour essayer dans nos domaines respectifs. Et d'ailleurs, à cette occasion, ma collègue Marie-Pierre Lafitte a republié pour la première fois les inventaires de Gaillon, qui certes avaient été publiés par Deville, mais il y a eu un problème d'impression, et donc les chercheurs ne se sont pas rendus compte que les inventaires dans Deville sont inversés. Donc on a beau citer Deville 1850 un tel inventaire, c'est faux, mais c'est pas une mauvaise volonté de Deville. Deville était un très grand chercheur, simplement un problème d'impression. Et donc, pour la première fois, nous nous sommes contentés uniquement de représenter les inventaires de la bibliothèque. Mais tout le travail sous les inventaires des objets d'art, des œuvres d'art, c'est à faire. Ça serait intéressant de reprendre ces inventaires avec des éditions critiques, même si on ne retrouve pas la Pietà du Pérugin, quoique, on ne sait jamais, qu'on ne retrouve jamais le Mantegna du cardinal. C'est bien de donner des éditions modernes et accessibles de ces sources. Donc, retour aux sources, mettre ensemble nos compétences d'historien de l'art, plutôt de l'Italie de la Renaissance ou plutôt de la France de la Renaissance, comme c'est le cas de mon collègue Maxence Herman, ou les compétences d'historienne de Florence Calam-Levert sur le sujet, et c'est comme ça qu'on a pu, et puis on a fait, nous avons mis au travail des jeunes collègues, et ça c'est toujours très intéressant, mais des très jeunes collègues de 25 ans, à qui on a préféré demander à eux des synthèses sur des sujets bien complexes, parce que parfois l'œil, le regard nouveau sur ces sujets fort débattus peut apporter un peu de fraîcheur. On peut donner des noms peut-être Oui, tout à fait. Sophie Caron, qui est une jeune normalienne qui bientôt va être conservateur au musée, non, qui est déjà depuis le 1er juillet est conservateur au musée du Louvre, ou un jeune conservateur au monument historique, Thibaut Noyel, qui va être conservateur des monuments historiques en Corse, donc, ou encore Caroline Evran,
qui est conservatrice des estampes à la BNF et qui a rédigé toutes les notices et les essais concernant les estampes, Mathieu Deldic, qui est un jeune et brillant conservateur qui travaille à Chantilly, au musée Condé, qui a travaillé, à qui on a confié l'essai d'ouverture sur le cardinal d'Amboise pour avoir vraiment une lecture nouvelle sur le rôle du mécène. Et puis lui-même, il a travaillé sur Louis d'Amboise, parce que lui-même avait travaillé sur le sujet. Donc c'était intéressant vraiment. Le frère, hein, donc. Le frère de Georges. Lui-même va devenir cardinal, qu'on appelle le cardinal d'Albi. Donc c'est intéressant parce que les relations avec les commandes tout ce qu'il a pu faire après réaliser dans ça. Donc le catalogue est une véritable synthèse, non seulement sur la Renaissance en Normandie, mais sur la famille. C'est une histoire de la famille d'Amboise. Et puis le public, les habitants d'Évreux, les Ébroïciens, pourront se poser la question pourquoi dans notre ville. Je pense que le choix s'est imposé. Gaillon est dans le département de l'Eure. Le seul grand musée à une échelle, je dirais, nationale et qui présente toutes les normes de sécurité, mais ça c'est du technique, c'est le musée d'Évreux. Ça compte. Ça compte, mais aussi, donc non seulement le même département, non seulement le grand musée du département, mais il faut dire aussi que le musée est dans l'ancien palais épiscopal. Le palais épiscopal, qui avec la cathédrale forme un très bel ensemble gothique tardif. Le palais épiscopal a été bâti par Raoul Dufou, un contemporain de Georges d'Amboise, qui est dans un style complètement différent. On est vraiment à l'automne du Moyen-Âge, et par ailleurs, le visiteur pourra découvrir dans cette exposition les manuscrits commandés par Raoul Dufou, qui sont conservés à la bibliothèque municipale d'Évreux. Donc c'est aussi intéressant de valoriser ce patrimoine méconnu, parce qu'effectivement les manuscrits restent un peu... c'est des objets très fragiles, ils sont réservés aux chercheurs. Donc c'est intéressant aussi parce qu'effectivement on montre l'état des lieux. Le visiteur verra voici ce qu'on produit à Évreux dans les années du cardinal d'Amboise, donc le palais qui abrite l'exposition. On remet dans le contexte le magnifique retable d'albâtre qui est vraisemblablement lié à cette conjoncture Raoul Dufou, cardinal d'Amboise, des manuscrits de Raoul Dufou et de la famille Dufou, donc qui montrent vraiment l'état de la situation artistique, donc liée à ce gothique tardif, c'est tout à fait normal, nous sommes en France à la fin du XVe siècle. Et puis, pour le lecteur, pour le visiteur, ça sera pas plus simple, mais disons, il pourra vraiment voir le changement opéré par Georges d'Amboise. Donc je pense vraiment que c'est une volonté de mettre en valeur ce patrimoine d'un département, donc ce dialogue entre la vallée de l'Eure et la vallée de la Seine, c'est très enrichissant et je trouve que vraiment pour le visiteur, ça va être une très belle découverte. Au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen. Luc Dérault avec Gennaro Toscano, professeur des universités, conseiller scientifique à la Bibliothèque nationale de France. Entretien autour de l'exposition Une Renaissance en Normandie, le cardinal Georges d'Amboise, bibliophile et mécène, exposition présentée au musée d'art, d'histoire et d'archéologie d'Évreux de juillet à octobre 2017. Pour terminer cette émission, Gennaro Toscano, en votre compagnie, peut-être en présentant quelques œuvres phares, ou en tout cas qui vous ont marqué, qui sont importantes dans cette exposition, et peut-être en commençant par cette cosmographie de Ptolémée qui est présentée dans l'exposition Gennaro Toscano. D'abord, la cosmographie, le frontispice de la cosmographie de Ptolémée, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, qui a été acquis par le cardinal d'Amboise en 1503 auprès du roi Frédéric d'Aragon,
nous avons choisi ce frontispice comme un peu l'identité visuelle de notre exposition. Donc de la ville d'Évreux jusqu'à la gare Saint-Lazare, jusqu'à la couverture du catalogue. Donc on a choisi une image très forte. Donc c'est une architecture de la Renaissance sur un fond rose, mais un rose très fort, qui est donc la page d'ouverture de ce manuscrit de très grand format qui mesure plus de 60 cm sur 50, qui est l'un des fleurons aujourd'hui de la Bibliothèque nationale de France, qui est l'un des manuscrits, les plus beaux manuscrits florentins de la Renaissance. Donc il contient une traduction latine de la cosmographie de Ptolémée, traduite en latin par Jacopo Angeli, qui était un Toscan. Et c'est vrai qu'à Florence, un homme très intelligent à l'époque, très intelligent pour son temps, qui s'appelait Vespasiano da Bisticci, qui était libraire. Donc il était capable, comme un peu un chef d'orchestre, il avait organisé un véritable atelier dans lequel il faisait travailler des copistes, des enlumineurs, des cartographes, des relieurs, et donc il était capable donc, de satisfaire les commandes de rois aussi à l'étranger. Donc il travaille pour Mathias Corvin, pour le roi du Portugal, Manuel de Portugal, pour le duc de Montefeltro, pour les rois de Naples. Donc bref, Florence devient en quelque sorte la première ville où on produit des livres, sur commande bien sûr, mais il y en avait déjà d'autres disponibles en librairie. C'est une chose complètement inédite pour l'époque. Donc les livres de Florentin, commencent à envahir non seulement les cours italiennes du XVe siècle, de la Renaissance, mais également la cour de Louis XI. Déjà, Louis XI avait un noyau très important de manuscrits florentins, puis les rois d'Hongrie, du Portugal, etc. Donc cette cosmographie a été réalisée dans les années 1475 dans l'atelier à Florence par un copiste copié par un calligraphe originaire de Mézières, donc un Français installé à Florence, un cartographe Jacopo del Massaio et un enluminaire Francesco Rosselli. Donc c'est un manuscrit exceptionnel d'une beauté unique, c'est pour ça qu'on a choisi pour l'identité visuelle, mais aussi il est très important parce que non seulement il présente une série de cartes du monde connu de l'époque, donc nous avons un planisphère, après nous avons les cartes de la Gaule, de l'Espagne, de l'Italie, mais surtout une chose exceptionnelle pour l'époque, nous avons les plans de 10 villes, celles qui étaient considérées les plus importantes de l'époque. Bien sûr, on est du côté italien, donc il n'y a pas Paris, mais il y a Milan, Venise, Florence, Rome, Constantinople, Alexandrie, et ça sont des choses exceptionnelles. Bon, évidemment, le lecteur ne pourra pas feuilleter le manuscrit à l'exposition, mais sachez que tous les manuscrits de la Bibliothèque nationale de France que nous allons présenter à l'expo sont disponibles en ligne sur le site gallica.fr. Donc effectivement, aussi le lecteur pourra revoir à son souhait tous les manuscrits que nous, et surtout à une très belle définition. Et pareil, les chercheurs pourront encore aller plus loin parce qu'ils pourront trouver des notices encore plus détaillées dans le Bibliothèque Archives et Manuscrits, qui est l'une des bases de données de la Bibliothèque nationale de France. Donc ce manuscrit célèbre, c'était peut-être le plus précieux de la bibliothèque de Gaillon avec un bréviaire dont je vous parlerai tout à l'heure. Ce manuscrit fut offert au roi Henri II. Et le roi Henri II le fit relier par une somptueuse reliure, qui est une des plus belles reliures, peut-être la plus belle reliure de la Renaissance française. Donc ce manuscrit garde non pas la reliure d'origine, mais celle d'Henri II. C'est un manuscrit qui est fragile, qui a été pas mal vu, parce qu'on voit vraiment, certaines cartes sont un peu abîmées, parce qu'effectivement, il faut imaginer du Cardinal d'Amboise au roi de France, c'est un manuscrit qu'on présente aux hôtes illustres, aux visiteurs, aux ambassadeurs, donc c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Donc c'est un manuscrit qui n'est jamais sorti de la Bibliothèque nationale de France. Évreux, c'est un peu exceptionnel, parce que c'était le moment vraiment de le montrer avec ses compagnons
de la bibliothèque d'Évreux. Donc vraiment, c'est une occasion unique de voir ce Ptolémée du cardinal d'Amboise, où aujourd'hui on l'appelle plutôt, nous, le grand Ptolémée d'Henri II. En réalité, l'histoire de ce manuscrit est fascinante parce qu'il a été commandé à Florence par Alphonse, duc de Calabre, donc l'héritier au trône de Naples, vendu par le roi Frédéric d'Aragon à Georges d'Amboise, offert par Georges II d'Amboise au roi de France Henri II, et aujourd'hui l'un des fleurons du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Oui, d'accord, donc une histoire assez extraordinaire. Alors, peut-être un deuxième élément de cette exposition que vous vouliez présenter, c'est ce fameux bréviaire dont vous parliez il y a quelques instants, qui est conservé à la Bibliothèque Vaticane. Et le cardinal d'Amboise devait avoir un amour, un intérêt particulier pour les manuscrits florentins. Tout le monde, disons les gens de son entourage connaissaient son goût pour les livres et son amour pour les livres, donc on connaissait son côté bibliophile. Et l'ambassadeur de Florence à l'époque auprès de Louis XII, mais en gros l'ambassadeur auprès de Louis XII était un ambassadeur auprès du cardinal. À l'époque, on l'appelait le cardinal de Rouen. Alors que vraiment, c'est Monseigneur de Roano, comme disaient les Italiens, était l'homme le plus puissant. Et les ambassadeurs de Florence renseignent le cardinal sur la présence d'un manuscrit inachevé parce que son commanditaire était décédé. Le commanditaire était rien d'autre que Mathias Corvin, roi d'Hongrie, autre illustre bibliophile. Donc Mathias Corvin avait commandé dans un atelier florentin de Tavante degli Attavanti un luminaire très important, un bréviaire. Le bréviaire est achevé 2 ans après la mort de Mathias Corvin, donc il reste orphelin dans l'atelier de l'enluminaire. Les ambassadeurs florentins en France informent le cardinal de cet épisode. Le cardinal écrit tout de suite à la seigneurie, c'est pas lui qui écrit, c'est toujours les ambassadeurs bien sûr, fait écrire tout de suite à la seigneurie de Florence qui souhaite avoir ce bréviaire. La seigneurie de Florence informe le cardinal que malheureusement le bréviaire était parti à Rome, mais nous on ne connaît pas vraiment toutes les étapes. Là, ça s'arrête nos renseignements documentaires, mais vraisemblablement le cardinal achète ce bréviaire à Rome, ou peut-être on lui a offert, au moment du conclave de 1503. Donc c'est l'un des plus riches bréviaires de l'histoire de la luminure florentine de la Renaissance, avec plus de 500 pages, extrêmement riche en enluminure, avec plusieurs doubles pages enluminées. Et d'ailleurs, à la Bibliothèque nationale, nous n'avons pas d'équivalent. C'est vraiment quelque chose de très italien, de très lié à la luminure florentine de la Renaissance. Et ce manuscrit, donc, il arrive à Rouen, d'abord parce qu'il est mentionné dans les inventaires du palais épiscopal de Rouen. Après, il est mentionné à Gaillon. Après, il disparaît des listes et on le retrouve, ça aussi on ne sait pas comment, il arrive de Gaillon au palais ducal d'Urbino, dans les Marches, donc très loin des berges de la Seine, et puis ce manuscrit arrive en 1637 avec l'ensemble de la bibliothèque d'Urbino à la bibliothèque Vaticane. Donc c'est un prêt exceptionnel, nous remercions vraiment le préfet et tous les conservateurs de la Vaticane qui nous ont octroyé ce prêt exceptionnel, parce que ce manuscrit d'ailleurs a été très peu présenté, très peu étudié, donc là aussi c'est l'occasion de le revoir dans le contexte des manuscrits italiens et français. Quand je dis italien, c'est pas la langue, c'est les décors, les enluminures, donc des manuscrits français et italiens de la bibliothèque de Gaillon. Donc là aussi c'est quelque chose de vraiment nouveau et unique. Il sera bien présenté évidemment à côté du Ptolémée. D'accord. Alors, et peut-être on pourrait évoquer aussi des manuscrits à l'antique qui sont présentés dans cette exposition et qui sont intéressants. Exactement. Le visiteur verra que juste avant de quitter l'exposition, il se posera la question pourquoi nous avons mis dans la même vitrine des médaillons à marbre et un manuscrit humaniste de Andrea Contrario, qui est un humaniste vénitien qui vit à la cour d'Aragon et qui écrit un traité pour défendre Platon. Donc c'est un traité, le cardinal d'Amboise, bien sûr, peut-être avait jamais entendu parler
d'Andrea Contrario et de la Défense de Platon. Mais il l'achète parce que ce manuscrit présente une série de médaillons à l'antique, des médaillons avec des profils d'empereurs romains, et c'est exactement les mêmes qu'il achète en Italie et avec lesquels il décore les cours et les façades de Gaillon. Donc vraiment, et là nous avons des médaillons italiens de la Renaissance d'après des modèles antiques d'empereurs romains qui sont conservés aujourd'hui au musée des Antiquités de Rouen ou au musée du Louvre, et qui sont vraiment présentés à côté des manuscrits. Bien sûr, la luminaire n'a pas copié les sculpteurs et vice-versa, mais on a voulu vraiment montrer un manuscrit tout petit par rapport à des médaillons de plus grande taille, pour montrer vraiment ce dialogue entre les arts qui a trouvé sa synthèse vraiment au château de Gaillon. D'accord. Bon, ben on voit toute enfin quelques éléments, enfin en tout cas de toutes ces richesses qui sont présentées dans cette exposition. Peut-être une dernière question pour un peu conclure cette émission. Finalement, on comprend qu'une exposition comme ça, c'est un peu une aventure, parce que vous travaillez avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément le même regard sur les documents que vous, et puis finalement, en fait, ce travail, cette exposition qui se tient entre juillet et octobre, c'est le fruit d'un considérable travail en amont. On imagine toujours que les choses vont vite, mais non, en fait, une exposition, c'est quoi? C'est 2-3 ans? Non, plus. Ben oui, parce qu'il faut mûrir les choses. Il ne faut jamais se précipiter sur des sujets comme, justement, un monstre comme le cardinal d'Amboise, il fait peur. Donc effectivement, moi-même, j'ai commencé à publier sur le cardinal il y a une vingtaine d'années. Et puis, il faut faire passer à autre chose, revenir sur des vieux amours. Ça nous permet d'avoir un regard peut-être un peu plus distant, mais aussi avoir d'autres expériences peut-être enrichissent notre vie de chercheurs et de professionnels. Et donc il ne faut pas se précipiter sur des sujets, il faut dialoguer avec les collègues. Et puis effectivement, pour moi, c'était un rêve. Je suis napolitain d'origine, donc j'avais travaillé sur ces manuscrits aragonais il y a une vingtaine d'années, et de revoir ces manuscrits napolitains revenir, même sur une période courte, ici, pas très loin de Gaillon, faire revivre un peu l'esprit du cardinal dans ce palais épiscopal, c'est quelque chose de très émouvant. Je pense que l'historien doit aussi un peu avoir quelques passions pour des sujets, même s'il faut un esprit scientifique, objectif bien sûr, nous espérons de l'avoir gardé tout au long de la préparation de l'exposition, mais c'est aussi une belle expérience de vie, de pouvoir travailler autour d'une table avec des profils différents, mais on se retrouve tous autour d'un même projet scientifique et culturel. Nous enregistrons cette émission, nous sommes le 3 juillet, donc à quelques jours de l'ouverture de l'exposition. Quelles sont vos attentes, vos espérances là, pour les... J'espère que les Normands, d'abord les habitants de la ville et puis de la région, pourront vraiment... je dis allez voir et vous verrez, vous ne serez pas déçus, mais parce que vraiment présentons des œuvres d'une très très grande qualité. On a une exigence, la qualité, c'est-à-dire rien n'est présenté là au hasard. S'il y a un facsimilé, c'est parce que la reliure est couverte, mais elle est à côté. Donc vraiment, on nous présentons que des œuvres originales, rien n'est là au hasard, tout est très choisi, sélectionné justement parce qu'on maîtrise un peu ce sujet et qu'on a fait vraiment Et puis il y a quand même un investissement important de l'agglomération. Donc nous on respecte ces collectivités territoriales. Surtout c'est très intéressant, je trouve vraiment, de pouvoir, d'abord à la Bibliothèque nationale, nous sommes la grande bibliothèque nationale, mais comme le mot l'indique, nous sommes la bibliothèque de la nation. Donc pouvoir mettre à la disposition d'un plus large public, comme vous savez, la Bibliothèque nationale c'est une bibliothèque de recherche, mais pouvoir mettre à la disposition d'un plus grand public, un plus large public, notre patrimoine, qui est un patrimoine commun, qui est le patrimoine de la nation. Donc je trouve c'est très intéressant, même le montage de ce projet avec l'agglomération, qui a fait quand même un effort financier considérable, parce que vu le nombre de pièces, les assurances, les transports, etc. Donc je trouve vraiment c'est une belle expérience, ce partenariat. Et puis,
cette exposition a été rendue possible parce qu'il y a eu un partenariat entre l'agglomération de Évreux-Porte-Normandie et la Bibliothèque nationale de France, qui a mis à la disposition de moi-même et un conservateur, et donc sans doute ça facilité la circulation des hommes et des œuvres. Bon, merci beaucoup. C'est ainsi que se termine cette émission. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Gennaro Toscano, co-commissaire scientifique de l'exposition Une Renaissance en Normandie, le cardinal Georges d'Amboise, bibliophile et mécène, une exposition qui se tient entre juillet et octobre au musée d'Évreux. Évidemment, on vous recommande, on vous invite à vous y rendre plusieurs fois sans doute parce que ça demandera un certain temps pour s'imprégner de tous ces chefs-d'œuvre. On se retrouve très vite sur Radio Campus Rouen. À bientôt.